Daniel Guggenheim, bonjour, docteur Daniel Guggenheim. Bonjour. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle chronique économique, comme chaque semaine. Et ce matin, on ne peut pas ne pas parler, on va dire, de ces turbulences assez sérieuses qui ont été remarquées sur le marché boursier israélien et qui sont, à mon très humble avis, liées bien entendu aux turbulences plus sérieuses que l'on a remarquées sur les marchés financiers internationaux, en particulier à Wall Street. Expliquez-nous d'abord quelle est la nature du lien et vers où va-t-on? Parce qu'il me semble que depuis hier, ça remonte. Alors, expliquez-nous un peu toutes ces fluctuations. Très bien, oui. Comme quelqu'un a dit hier, a écrit dans les journaux, un financier, quand je vois que les crises financières des bourses arrivent en première page des journaux, j'achète. Ouais. Et surtout, je ne vends pas, j'achète. Les gens intelligents achètent maintenant. Et pour gagner de l'argent, il vaut mieux acheter quand c'est pas cher et vendre quand c'est plus cher. Ouais, ouais. Maintenant, je vais vous expliquer. C'est des choses que j'ai parlé déjà il y a plusieurs mois. Et je veux parler d'abord du côté spécifique israélien, de ce qui se passe sur la bourse israélienne. C'est ça qui intéresse d'abord nos auditeurs. Ouais. La crise israélienne sur le marché financier a commencé un peu avant ce qui s'est passé dans le monde avec l'Amérique et tout ça. Pour une raison très simple. J'ai plusieurs fois dit, il y a à peu près de ça 3-4 ans, des entreprises qui construisent des appartements immobiliers en Amérique, Brooklyn, des sociétés comme ça, sont allées à Wall Street et ont demandé, on veut émettre des obligations pour que les gens nous donnent de l'argent. Oui. À Wall Street, on leur dit, on veut pas de votre argent, c'est de la poubelle. C'est ce que vous nous vendez, c'est pas sérieux. Oui. Ils sont allés en Israël et on leur a acheté ça. Qui a acheté? D'abord a acheté ce qu'on appelle les Mossadim, c'est-à-dire les compagnies d'assurance, ceux qui gèrent les grands gestions de portefeuille, les institutionnels qu'on appelle en France. Pourquoi à New York on n'a pas acheté, en Israël on a acheté? Ces sociétés-là ont reçu de la part des entreprises de cotation, oui. Il y en a plusieurs en Israël, des bons chiffres. Celui qui fait une analyse financière normale aurait vu qu'il y avait un problème. Eux, ils l'ont fait, et je veux expliquer, parce qu'il n'y a pas seulement l'analyse financière, ils ont vu qu'il y avait des hypothèques. Mais enfin, quand quelqu'un fait une faillite, avant que vous récupériez l'hypothèque, ça baisse. Alors, ces entreprises ont donné du 5-6%. Comme on en a parlé, vous l'avez dit, le taux d'intérêt n'est pas important. Il n'y avait pas tellement d'alternatives. Ils étaient contents de pouvoir donner à leurs produits 5-6%. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est comme ces sociétés n'étaient pas viables. Au bout de 3-4 ans, ça craque. Il y a une société qui a craqué, qui a dit « je ne peux plus payer ». Et alors, les gens ont commencé sur cette société à avoir peur et ont vendu. Maintenant, des sociétés qui sont dans ce même domaine ont été... Alors, on a dit si c'est elles, c'est aussi les autres. Il y en a une partie qui sont effectivement aussi pas en bon état. Et alors, il y a eu panique là-dessus. Maintenant, ce qui s'est passé, ce qui est très grave, c'est que ces sociétés-là ont été aussi achetées pour des gens dans des SICAV, dans des Kranot et Manout, c'est le monde Israël, qui sont solidimes, que là, les gens croient qu'ils vont pas perdre leur argent, qu'ils vont gagner moins qu'ailleurs, c'est soit-disant pas des actions, mais qu'ils vont pas perdre. Et ça, on ne leur a pas bien expliqué. Enfin, c'est-à-dire, pas tout le monde est responsable, attendez, vous qu'est-ce êtes en qui s'est train de me dire passé? que... Les gens qui avaient ces SICAV solides, comme c'est des gens comme vous et moi, c'est-à-dire la classe moyenne et autres, qui ne se réfléchissent pas à 2 fois, ils paniquent. Ils voient 3, 4, 5%. On leur a dit on leur avait montré des tableaux que ça fait qu'augmenter et c'est moins qu'ailleurs, 1, 2, 3%. Mais en 3 jours, 5, voire 10%. Des choses il y a des gens qui ont perdu, qui c'était leurs économies de toute leur vie, ils ont perdu en un coup 10% de ce qu'ils avaient économisé toute leur vie. Okay. Ces gens-là, au lieu d'attendre, ils ont peur de ne pas avoir le fonds, ont immédiatement vendu. Il y a eu 5 milliards de shekels. 5 milliards de shekels. Quand, ça? Cette semaine, c'est-à-dire depuis la fin de la semaine dernière, jusqu'au début, jusqu'à 2, il y a eu 5 milliards de shekels qui sont partis des SICAV. Ils sont partis des SICAV qui sont justement du grand public, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont obligés de vendre. Et donc, même des sociétés qui sont bonnes ont commencé à chuter. Puisque les fonds, et à ce moment-là, et je répète, ce n'est pas seulement les gens à court terme, vos économies à moyen terme et à long terme, par les institutions
institutionnels sont gérés aussi de cette façon-là. Et je vous dis, il y a un risque que des gens qui vont partir à la retraite, ou des gens qui ont des Keren-Ishtalmut, vont tout d'un coup voir, ils étaient déjà habitués à avoir 3, 4, 5% par an, tout d'un coup ils vont voir qu'ils ont, à la fin de l'année là, baissé de 1, 2, 3%, et les gens vont commencer à poser des questions. Mais alors quel est le lien avec les places boursières internationaux? Maintenant, très bien. En plus de ça, comme en Amérique, parce qu'effectivement, une partie des fonds aussi sont investis en Amérique. Il y a eu, vous le savez, un coup de poker. Mais c'est pas la bourse de Tel Aviv qui influe sur la bourse de New York. C'est non, quand même le contraire. Mais ça a amplifié, ça a commencé comme ça, et ce qui s'est passé en Amérique a amplifié. Vous vous rappelez, quand on était jeune, on faisait comme ça avec le coude. C'est ce qui s'est passé entre Trump et la Fed. Il a dit, il est fou, moi, quand quelque chose ne va pas, je le vire. Ouais. Maintenant, les gens ont eu peur. Alors, c'est le directeur de la banque, c'est comme si Netanyahou, il disait, je prends Imer Yarad, je viens, et puis il me plaît pas, je le renvoie. Ouais. Et lui, il est imprévisible, Trump. Maintenant, ce qui s'est passé, ça va très bien. Attendez, en Amérique. Attendez, alors la crise actuelle américaine, la crise boursière, elle est liée à la tension entre Trump et le président de la Fed. Cette année, il y a eu le problème entre la Chine et l'Amérique. Mais ça, je crois que Trump l'a bien fait. Il commence à avoir des bons résultats et les Chinois ont commencé à faire baisser, à permettre aux Américains. Et d'ailleurs, l'Amérique reprend il y a moins de chômage et reprend croissance aussi grâce à ça. Et les marchés ont vu que ça allait s'arranger avec les Chinois. N'oubliez pas que les Chinois sont les premiers créditeurs des Américains. Si les Chinois font faillite, l'Amérique avec. Ouais. Donc c'était un jeu poker et ça, il a bien fait. Mais il a eu raison, et il y a une erreur, à mon avis, de la Fed. Trump a eu raison de crier sur la Fed. Parce que il y a une erreur, les financiers l'ont dit, de la Fed, de monter trop vite les taux d'intérêt. Parce qu'ils ont eu tout allait bien. Quand tout va bien. En fait, c'est ça. C'est les taux, la cause de cette crise, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Des taux d'intérêt que la Fed a fait. Et maintenant, étant donné qu'en Amérique, même en Israël d'ailleurs, vous avez du dollar. Vous avez remarqué que le dollar a remonté par rapport au shekel. Oui. Et c'est normal. Sur le shekel, vous avez à peu près 0%. Et sur le dollar, vous allez à la banque maintenant, on vous donne 2,5. C'est énorme. Ben, prend pas de risque. C'est ce que la Fed leur donne. Ah, c'est normal. Alors, c'est ce qui fait que quand il y a des taux qui sont comme ça donnés à 2,5%, c'est problématique pour les entreprises. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? La Fed a dit, elle a vu ça. Elle a vu qu'elle a fait une erreur. Alors, elle a dit, sachez qu'en 2019, je augmenterai moins. Et même en 2020, je vais baisser. Alors, les gens se disent, ça veut dire qu'ils voient que l'Amérique va moins bien. Il a fait des messages qui ont été mal interprétés. Ah, d'accord. Donc ça, c'est la cause essentielle, mais donc j'ai pas vraiment bien compris si c'était lié avec si ce qui s'est passé à New York a influé sur. Voilà, ça vous avez raison. Ça encore plus, puisqu'il y a des fonds en plus israéliens qui sont sur la bourse américaine. Alors ça en plus augmenté en plus les pertes des épargnants. Ouais. Et donc il y en a encore plus des gens qui ont décidé de vendre. C'est venu tout en même temps. Okay. Et l'incertitude politique aussi qui est maintenant que Netanyahou, on ne sait pas ce qui ça va être. Une incertitude politique fait encore berger. Maintenant vous dites que hier ça commence à remonter, c'est vrai. Est-ce que dans le jargon boursier on dit il y a ce qu'on appelle la piège du miel. Ça veut dire ça remonte un petit peu pour que les gens reviennent. Il faut voir, faut être très prudent. Ce matin, c'est encore sur Asiatique. Faut être très prudent pour savoir si ça va s'arrêter, ce que j'espère, et que ça va remonter, ou bien pas. On verra pas. Alors bon, c'était très intéressant. Alors vous avez également remarqué parmi les informations qui sont liées au développement économique et financier, en particulier qui pourrait intéresser nos auditeurs. Eh bien, alors, vous me dites que tous les Israéliens sont en train d'être notés financièrement. D'abord, oui. par qui ils sont notés? Par qui? Très bien. Il y a une loi en 2018 pour justement permettre, et c'est une bonne chose, une concurrence dans les prêts. Puisque vous savez, vous allez à la banque, vous demandez un prêt, vous avez seulement 5-6% à payer. Dans les cartes de crédit, c'est jusqu'à 10%. Quand vous prêtez de l'argent à la banque, vous avez entre 0 et 1%. Il y a quand même une marge. Et alors, le ministère des Finances a voulu créer une concurrence pour permettre justement un marché de l'épargne, surtout pour les ménages, de pouvoir leur prêter moins cher et que ceux qui voudraient prêter aux ménages puissent recevoir mieux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La chose suivante. Il faut que ceux qui vont prêter au ménage puissent savoir si monsieur untel, il pourra payer ou pas ce que je vais lui prêter. Et pour ça, il y a une loi qui a été faite, qu'on est en train de
sur chaque Israélien, sur chaque personne qui vit ici, de recueillir des données. Par exemple, combien il a d'argent en banque, à qui il doit, est-ce que c'est un monsieur qui a l'habitude de payer ses dettes, est-ce qu'il paye l'Arnouna, est-ce qu'il est malade, des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une note, c'est comme en Amérique, ça s'appelle Credit Score, ça sera seulement entre 300 et 900. Il y aura des entreprises qui seront chargées de noter. En fin 2018, ça y est, plus ou moins la note va être donnée. Vous le savez pas. Quand vous le saurez, en 2019, apparemment, au premier ou deuxième trimestre, à partir du moment où vous allez demander un prêt dans la banque ou à votre carte de crédit ou même un prêt hypothécaire, on va vous faire signer un papier disant « Je vous permets que vous ayez accès aux données qui ont permis de me noter ». Et donc, à ce moment-là, cette personne-là pourra dire « Ah, moi, d'après ce que je viens de recevoir, je vois que je peux pas vous prêter, ou bien si je vous prête, c'est avec 10% ou avec beaucoup d'assurance, comment on appelle ça, des garants, des choses de ce genre. » Alors, je voudrais qu'on revienne avec vous. Vous m'avez parlé de problèmes de carte de crédit, mais oui. je voulais revenir avec vous parce que ça me semble beaucoup plus important, parce qu'il y a eu des répercussions depuis qu'on en a parlé la semaine dernière de cette affaire d'interdiction de recevoir des liquidités. J'en ai entendu parler depuis un peu partout. Effectivement, j'ai vu une campagne. Il y a eu enfin une sorte de campagne qui a été lancée dans les médias israéliens. Alors, quelle est la précision que vous voulez apporter par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière? Vous parlez de carte de crédit, comme vous avez dit la semaine dernière, faites très attention. Il y a de nouveau eu, il y a quelques jours de ça, des gens qui ont été volés leur carte de crédit. On leur a téléphoné à la maison pour recevoir des codes. Quand vous téléphonez pour ça, demandez toujours à voir, vous téléphonez à votre carte de crédit, à votre banque, pour savoir ce qui se passe avant de donner à n'importe qui votre numéro de code secret, comme malheureusement ça s'est passé. C'est une très grande arnaque qui a eu, une escroquerie qui a eu lieu il y a quelques jours et les gens ont été arrêtés, mais il faut faire très attention pour ne pas escroquer. Okay, alors... Maintenant, concernant la loi concernant les liquides. Premièrement, il y a eu 2 jours de ça. À la commission des lois qui a été justement chargée de faire cette loi, le chef des impôts a été convoqué en lui disant « Tu n'as pas respecté ce que tu nous as dit. On avait parlé que tu préviendrais les gens n'ont pas été prévenus. Il y a beaucoup de choses qui sont pas claires et tu n'as pas tenu compte. Ce que j'ai dit à peu près la semaine dernière, vous n'avez pas tenu compte. Donne-moi une assurance que pendant 9 mois vous ferez rien. Ils n'ont pas donné cette assurance. Il y a eu, ça reste en suspens. C'est-à-dire 9 mois à partir du 1er janvier. Ouais, ils voudraient. Maintenant, ça n'a pas été décidé. Ils ont crié, les députés de toutes les partis ont demandé aux impôts que la loi ne passe pas maintenant. Pour l'instant, rien n'a été décidé. Lundi dernier, ça a eu lieu. Rien n'a été décidé. Il faut voir dans les quelques jours, aussi avec les choses politiques, comment ça va se faire, si jamais cette loi, que j'espère, pourra être, reculée pour que les gens puissent exactement voir comment faire pour bien s'y préparer, pour ne pas être pris, surtout par des sanctions qui arriveront très rapidement, des sommes très importantes. Ce que j'ai dit la semaine dernière, jusqu'à maintenant, quand vous payez en espèces des choses, et que c'est problématique, c'est celui qui reçoit. Le changement de cette loi, vous donnez de l'argent en espèces, vous êtes aussi pénalement, et vous aurez autant d'amendes que l'autre. Et tous ceux qui ont fait ça dans l'affaire partageront en 5. Alors très bien. Alors parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont suivis, et tout ça, pour ceux qui voudraient avoir plus de précision, vous êtes prêts à vous Voilà, mettre à je leur voudrais dire la disposition. chose suivante, parce que je dis souvent que ça arrive qu'après des chroniques où il y a des sujets, ou bien, surtout avant que des gens prennent décision. Et aussi parce que j'ai eu des fois des questions sur ce sujet. Kalita est là pour vous aider. Et c'est la première chose qu'on fait ici. Et non seulement toutes les émissions, pas seulement bien sûr, il y a beaucoup d'émissions sur énormément de sujets économiques et autres, qui sont tous dans la radio et vous pouvez les trouver. Mais à part ça, si vous avez des questions ponctuelles sur ce sujet par hasard, par exemple, vous pouvez tranquillement envoyer un mail à Kalita qui fera parvenir, ou à moi s'il s'agit de mon sujet ou d'autres équipes, votre question surtout pour ne pas que vous fassiez des choses. Des gens m'ont dit, dommage qu'on n'a pas entendu ça, on ne savait pas ça avant de prendre telle décision, de payer tel avocat. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, pour toutes ces précisions. C'est toujours important. On en apprend toujours. J'en apprends beaucoup, moi aussi, sur le plan économique, parce que ce sont des choses dont on ne parle pas obligatoirement dans les médias de manière évidente. Mais c'est important de les préciser. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, et à la semaine prochaine.